on va enchaîner avec les urgences abdominales non traumatiques et que on a vu beaucoup de pathologies ou beaucoup d'urgences. On va passer rapidement sur ce que nous avons déjà vu. Alors, le but, c'est de connaître l'apport de l'imagerie des principales urgences, reconnaître, comme je vous ai dit, la sémiologie de base pour les étiologies les plus fréquentes. Si je vais vous transmettre quelque chose, un message, c'est aux urgences, c'est la clinique. La clinique du patient, c'est un élément clé pour les urgences digestives ou traumatiques. C'est-à-dire que le contexte clinique, biologique sont très importants. Vous allez voir par la suite qu'il y a beaucoup de gamme de diagnostic et pour interpeller une gamme ou autre, il faut certains éléments sémiologiques qui peuvent nous orienter vers une gamme ou l'autre. Bien sûr, l'imagerie va nous permettre un diagnostic précis, évaluer la gravité, faire le diagnostic différentiel et bien sûr, le choix thérapeutique. Je le répète, l'image, ça doit être la dernière étape. Il faut faire un raisonnement, tout un raisonnement clinique, biologique, avant de se précipiter sur l'interprétation de l'image radiologique. Alors, les moyens, donc, on va revenir rapidement sur les spécificités des moyens d'imagerie pour les urgences. Et les urgences, on va les traiter en deux parties. Les douleurs localisées et les douleurs abdominales diffuses. Alors, les moyens d'exploration, l'ASP. Jusqu'à ce jour, on continue à demander les abdomens, ce qu'on appelle les abdomens sans préparation. Jusqu'à ce jour, on les demande. Pratiquement, il reste deux indications. La recherche de pneumopéritoine et donc, qui dit pneumopéritoine, c'est lorsqu'on suspecte une perforation digestive. Ou la recherche des niveaux hydroaériques dans le cadre des occlusions. D'accord? Quoique, ces deux indications, elles sont, si vous voulez, il faut les revoir à chaque fois que vous demandez à l'ASP, je vais vous montrer pourquoi. Bien sûr, si vous demandez l'ASP à la recherche de niveaux ou à la recherche de pneumopéritoine, généralement, il faut le demander en position debout. D'accord? L'orthostatisme. Alors, l'échographie, bien sûr, généralement, dans le cas de douleur abdominale, c'est l'examen de première intention. Bien sûr, nous avons vu tout ça. Qu'est-ce qu'il a comme avantage? Il n'y a pas de préparation. Si, par exemple, vous voulez faire une échographie abdominale chez un patient qui a une douleur abdominale chronique, là, vous demandez le jeun, pour le patient que ça soit à jeun, pour explorer, par exemple, la vésicule biliaire. Dans un contexte d'urgence, non. Il faut le faire, quel que soit sans préparation, bien sûr. Et là, les difficultés sont amplifiées. Comme je vous ai dit, la douleur abdominale, il engendre une distension abdominale qui, bien sûr, rend difficile encore plus l'examen échographique. Le patient, c'est un patient qui a une douleur, donc il opère mal par rapport à un patient qui est bien sûr, qui n'est pas d'urgence, d'accord. Et bien sûr, ça on le fait aussi quand on fait un examen clinique. On commence toujours par la partie qui n'est pas douloureuse. Même quand vous faites votre palpation, votre examen physique, il faut commencer par la partie qui n'est pas douloureuse. Le scanner, bien sûr, c'est l'examen qui est incontournable. Alors, sur le plan technique, on fait l'acquisition sans injection. Pourquoi? On recherche du sang frais, par exemple. C'est en mesurant la densité. Rappelez-vous, la dernière fois, quand on a parlé de densité. On recherche des lithiases qui ne sont pas toujours denses, qui doivent dire qu'elles ne sont pas toujours visibles. Les lithiases biliaires. Les calcifications vasculaires, pancréatiques, les lithiases urinaires. Donc, les lithiases urinaires, tous, ils sont visibles au scanner. Tous, ils sont visibles au scanner. Une parenthèse, sauf des lithiases qui sont secondaires à la trithérapie de VIH. Le reste, tous les lithiases qui sont urinaires, ils sont visibles sur le scanner. Alors, on fait un temps artériel lorsqu'on suspecte une ischémie, parce qu'il le faut une ischémie artérielle, donc il faut un temps artériel. Et, bien sûr, quelle que soit l'urgence, avant qu'on ait une contre-indication à l'injection du produit de contraste, il faut faire un temps veineux. Donc, généralement, on fait le C- sans injection et le temps veineux. Quand on suspecte une ischémie artérielle, on fait le temps artériel. Le balisage digestif, bien sûr, ça veut dire le balisage digestif. On va donner un produit de contraste, soit par voie, soit on va le passer par voie rectale, soit on va, bien sûr, donner le patient à voir un produit de contraste. Et là, généralement, on le fait surtout lorsqu'on cherche une fistule, lorsqu'on cherche un lâchage d'anastomose au post-opératoire. Alors, les douleurs localisées, ça dépend et là, c'est l'anatomie.
L'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, flanc droit, flanc gauche, d'accord, fosse iliaque droite, fosse iliaque gauche, d'accord, ça c'est important. Alors, on va traiter les principales les étiologies, hein. On va pas traiter toutes les pathologies, sinon ça, il vous faut des séances et des séances. Alors, l'abcès hépatique, voie biliaire, qu'est-ce qu'on peut avoir à la voie biliaire? La cholécystite ou les cholécystites, l'angiocholite, ça on les a vus, la pancréatite, l'appendicite ou le de la fosse iliaque droite, et les sigmoïdites, généralement c'est la fosse iliaque gauche, l'appendagite, voilà c'est quoi. Alors l'abcès hépatique, ça on l'a traité, et donc, et on va retraiter ça sur des exemples. Lorsqu'on parle, lors des TD, on parlera des cas pratiques. Donc, je ne reviens pas sur ça. Les cholécystites aigus, on vient de les traiter. L'angiocholite, la même chose. Les pancréatites aiguës, l'appendicite. Alors, l'appendicite, le diagnostic souvent clinique, oui, mais là, c'est pas toujours facile. Poser le diagnostic de l'appendicite. Douleur de la fosse iliaque droite, ça peut être plusieurs choses. Parce que le diagnostic, le panel, ou la gamme de diagnostic différentiel, il est large. Alors, il y a des cas atypiques. Donc, il y a des appendicites ectopiques. Appendicite rétrocécale, ça va donner une douleur pratiquement lombaire. D'accord? Lorsque vous avez ce qu'on appelle des malrotations congénitales, au lieu d'avoir le sérum ici, vous aurez le sérum à ce niveau-là. Donc, vous aurez une douleur au niveau de la fosse iliaque gauche. Donc, l'appendicite décapitée par des antibiotiques, ce qui est souvent le cas. Il y a des patients qui consultent chez des médecins pour la douleur de la fosse iliaque, douleur abdominale, dans des antibiotiques, ça décapite l'appendicite. Et donc, ça va retentir même sur le bilan biologique. L'enfant aussi, des âges extrêmes. L'appendicite, l'enfant, c'est le sujet âgé. Là, vous n'avez pas toujours le tableau qui est complet. La femme enceinte, c'est un contexte qui est très difficile. Alors là, vous devez l'apprendre. L'aspect de l'appendicite typique, c'est une structure à l'échographie qui n'est pas compressible, parce qu'il y a de l'inflammation. Normalement, quand on appuie sur l'appendice, il est compressible. Et là, parce qu'il y a de l'inflammation, c'est incompressible. Il est sans péristatisme. Pourquoi on dit sans péristatisme, à votre avis? Pour faire la part des choses par rapport à quoi? Par rapport à l'intestin, très bien. Parce que là, vous savez, ça c'est l'anatomie. Vous avez le sérum, la dernière anse iliaque, et vous avez l'appendice. Et comment vous allez faire la différence entre dernière anse et appendice? Dernière anse, il bouge. Il y a du péristatisme. L'appendice, non, c'est structure, il n'y a pas de péristatisme. D'accord? Stercolite, là, c'est des calcifications, c'est des matières, calcification au niveau au niveau de la lumière, de la vésicule biliaire. Et, bien sûr, le diamètre. Généralement, c'est 6, 8. Ah, au début, on l'a pris comme valeur normale, 6. On parle aussi de 8. Donc, à partir de 8 mm, vous avez c'est un épaississement de l'appendice. Et la présence, bien sûr, d'épanchements de connexion autour de la vésicule de l'appendice. Alors, l'appendice, vous l'avez vu ici. Regardez ici, c'est cette structure-là. Sur une coupe ici longitudinale, ça, c'est une coupe transversale, et au mesure le diamètre. Alors, c'est-à-dire, si vous faites, normalement, on commence par l'échographie. C'est l'examen de première attention quand on pense à l'appendicite. Mais parfois, c'est difficile de faire sortir l'appendice. Ça, c'est important pour la pratique. C'est-à-dire que, parfois, quand on vous répond que l'appendice non vu, vous dites que le radiologue, vous posez la question sur la compétence du radiologue. Alors, c'est pas le cas. Parfois, c'est difficile. C'est des patients obèses. C'est très difficile de faire sortir l'appendice. Parfois, pour les appendicites rétrocécales, ils sont derrière le sérum. Derrière le sérum. Et quand vous avez de la matière, des matières au niveau du sérum, c'est difficile de voir l'appendice. Et donc, le message, c'est que une échographie normale n'élimine pas une appendicite. Ça, c'est important pour que vous sachiez la limite ou les limites de l'examen. Et là, dans ce cas-là, on complète par un scalaire. Regardez ici, l'appendice, elle est là, cette structure-là. Vous voyez ici, elle est là. La même chose, il va s'inflammer, ça veut dire que le diamètre il va augmenter, ça veut dire qu'il va se rehausser, ça veut dire que vous aurez une infiltration de la graisse autour de l'appendice. Et, vous voyez, l'appendice, il est appelé bien sûr au sérum. Et parfois, on peut avoir une inflammation de sérum par continuité, c'est-à-dire que l'inflammation de l'appendice par continuité peut entraîner une inflammation donc du sérum. Alors, les complications.
une appendicite peut se perforer, il peut s'abcéder, il peut se compliquer ce qu'on appelle un plastron. Quand vous avez un plastron, c'est que vous avez l'appendice ici, et là, les os ici autour, ils vont venir sur cet appendice pour la couvrir. Ça donne une pseudomasse, ce qu'on appelle le plastron. Alors, la différence sur le plan prise en charge. Plastron, on ne traite pas. On n'opère pas plutôt. On donne une antibiothérapie et on surveille le patient. La péritolite, lorsque vous avez une perforation et que vous le traitez par l'appendice à temps, là, vous pouvez avoir une péritolite. L'occlusion, j'ai mis entre parenthèses, Elius. Elius, c'est un Elius fonctionnel. Parce que vous avez la douleur, vous avez l'inflammation dans la cavité, vous pouvez avoir cette distance. Au diminution de péristatine, vous aurez cette distension réactionnelle. On verra par la suite la différence entre occlusion fonctionnelle et organique. Regardez ce qu'on peut avoir comme complication à l'abcès. D'accord? Vous voyez ici. Donc, l'abcès, comme l'abcès hépatique, un contenu noir à l'épogène avec renforcement postérieur, au scalaire, vous voyez. Ici, vous avez le liquide purulent et autour, vous avez une paroi qui se rehausse. Et pour cet abcès, qu'est-ce qu'on peut proposer? Un drainage. Mais il faut enlever l'appendice. C'est-à-dire, moi, si je draine ça, il y a toujours l'appendice là qui est toujours inflammé. C'est juste pour vous dire que l'indication, c'est au cas par cas, c'est pas comme ça. Par contre, si le patient il est opéré, on a enlevé l'appendice, et parfois les patients, après avoir été opérés, ils peuvent, à J10, à J15, revenir avec un abcès local, au niveau de la fosse iliaque. À ce moment-là, il y a une indication de faire un drainage, au lieu de reprendre le patient chirurgicalement pour vider l'abcès. Parce que déjà, on a enlevé l'appendice. Entre parenthèses. Alors, le diagnostic différentiel, et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Important pour la formation de médecin. Lorsque vous avez une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, fosse iliaque gauche, au niveau de pelvis, chez une femme, en l'âge de procréation, ne pensez pas à une appendicite au premier lieu. Ne pensez pas à autre chose. Pensez à une grossesse extra-utérine. Je veux que vous reteniez cette notion une fois pour toutes, pour votre vie professionnelle. Vous pouvez sauver des vies avec cette réflexion. Si vous avez une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche, au niveau de pelvis, chez une femme en âge de procréation, pensez au premier lieu à la grossesse extra-utérine. Bien sûr, vous allez penser aux autres, mais la première réflexion, c'est la grossesse extra-utérine. Le reste, j'y vais même. D'accord? C'est pour ça que je l'ai mis en premier lieu. Et bien sûr, vous allez voir ça quand on va vous traiter à l'imagerie de la femme, il y a les moyens pour faire ce diagnostic, mais pensez à ce diagnostic, s'il vous plaît. Bien sûr, pour avoir une torsion de masse ovarienne, salpingite, tout ça, il y a des éléments cliniques. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour développer tout ça, mais il y a toujours une clinique. Alors que je reçois le patient, ou la patiente, je l'interroge, je l'examine avant que je mette la sonde. Et combien de fois on a redressé des diagnostics en tant que radiologue? D'accord? Les causes neurologiques, une lithiase, quand il arrive au niveau de l'hôpital, il peut donner une douleur de la fosse iliaque droite, comme une lithiase, comme une appendicite. Et puis l'éphrite, une infection urinaire. Par exemple, il y a des patients, vous allez voir les malformations urinaires, parfois vous pouvez avoir des reins ectopiques, des reins au niveau de la fosse iliaque. Au lieu d'être au niveau de la région lombaire, des reins au niveau de la fosse iliaque. Et lorsque vous avez une infection de ce rein, au niveau de la fosse iliaque droite, il va vous donner la fièvre, va vous donner des douleurs, mais l'appendice ne donne pas des brûlures vixelaires. Un petit exemple, pour montrer l'intérêt de la clinique. Les causes digestives, les entérites infectieuses, maladie de Crohn, aussi c'est important. Lorsque vous avez un jeune qui fait une douleur de la fosse iliaque droite, il n'y a pas seulement que l'appendice, il y a la maladie de Crohn. Et pourquoi c'est important? Regardez, vous avez ici un exemple. C'est important parce que si le chirurgien ne peut pas intervenir sur ça, si on rate le diagnostic pour l'appendice, les conséquences sont graves. Parce que il a un tube digestif inflammé, le risque de lâchage est très important. Et donc, et là, vous avez regardé ici, vous avez toute une dernière os qui est infiltrée, inflammée. D'accord? C'est un diagnostic différencié très important. Alors, la diverticulite, c'est quoi la diverticulite? La diverticulite, nous avons parlé de diverticules la dernière fois. Rappelez. Et donc, ces diverticules-là, ils peuvent s'inflammer. Parce qu'il y a des matières dedans, et peuvent, bien sûr, se surinfecter. D'accord? Ils vont donner ce qu'on appelle diverticulite, inflammation du diverticule.
La localisation préférentielle, c'est le séquam, c'est le ségouï. Pardon. C'est le ségouï. C'est la localisation la plus fréquente. Et comme vous le savez, le boucle sigmoïdien se trouve surtout au niveau de la fosse iliaque gauche. C'est pour cela que vous aurez un tableau clinique typique de l'appendicite, mais à gauche. La fièvre, la douleur, la sensibilité, mais c'est à gauche. D'accord? Généralement, c'est des sujets âgés. D'accord? Tout ça, nous l'avons vu. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Alors, à l'échographie, c'est difficile de poser le diagnostic du diverticule. Hein. Donc, l'épaississement du sigmoïde, à moins que ça se complique par un abcès. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le meilleur examen, c'est le scalaire. D'accord? Regardez ces petites images d'adhésion que vous voyez. Vous voyez l'infiltration de la graisse. Ça veut dire que vous avez la paroi qui s'est inflammée. Donc, vous aurez un épaississement. Toute la paroi elle va s'épaissir. Mais ce qui vous oriente vers l'étiologie diverticulaire, c'est la présence des images d'addition. Et l'infiltration, bien sûr, de la graisse comme témoin d'inflammation. Évidemment, une paroi qui est déjà fragilisée par la présence de diverticules et qui est inflammée, il risque de se perforer, bien sûr, et il risque, et bien sûr, il peut se compliquer d'un abcès, trajet fistuleux. Et bien sûr, quand l'inflammation devient très importante, il s'étend dans la cavité péritoniale, qu'est-ce que nous aurons? Ben, nous aurons une péritonite. Regardez ici, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un patient qui avait, c'est le même patient en fait, hein. Il s'est compliqué des choses. Regardez, il y a une paroi, il y a du liquide dedans, il y a du liquide. Hein? C'est un abcès, c'est un abcès, c'est un abcès sigmoïdien. D'accord? C'est une diverticulite qui s'est compliquée d'un l'abcès. Bravo. L'appel d'agite. J'ai hésité il y a 2 ans où j'ai mis ce diagnostic pour les étudiants. C'est un diagnostic qui est rare. Mais pourquoi je l'ai mis? Parce que il y a je rencontre beaucoup de résidents en chirurgie ou des résidents en gastro, des jeunes médecins qui ne connaissent pas cette entité pathologique, qui est simple. Et vous allez voir que la conséquence, il est très important sur le plan thérapeutique si vous ne connaissez pas la pathologie. Qu'est-ce que c'est que l'appel d'agite? Appel d'agite. Pourquoi appel d'agite? Ça ressemble à l'appendice. Cliniquement, ça donne pratiquement le même tableau. Quand l'appel d'agite, il est à droite. C'est le même tableau. En fait, c'est quoi? C'est une torsion. Normalement, le côlon, la paroi colique, sur la paroi colique, il y a des petites appendices graisseuses, des petites boules graisseuses accolées à la paroi. Et qui sont bien sûr, chaque petite boule, il est vascularisé, si vous voulez, graisseuse, il a une artère nourricière. Ce qui se passe, c'est que parfois, une de ces boules graisseuses, il va se tendre autour de son axe. Bon, par mobilité, mouvement de patient, mouvement intestinal, il fait que on aura cette torsion. Et la torsion autour de l'axe, ça va donner quoi? Une ischémie. Une ischémie de cette petite formation graisseuse. Et qui va donner une douleur typique de l'appendice, parfois même une augmentation une fièvre, un état fébrile, la douleur, la sensibilité. Maintenant, si vous posez le diagnostic d'une appel d'agite, il faut surveiller. Il ne faut pas opérer. Et je me rappelle d'un patient qui a été opéré pour une appel, on l'a dit que c'est une appel d'agite. Pour nous, le monsieur, il connaît l'appel d'agite. C'est quelque chose qu'il faut surveiller et contrôler dans 1 mois par escalaire. Il a opéré. Alors qu'il ne faut pas. C'est une simple torsion d'une frange graisseuse et qu'il faut, bien sûr, surveiller. Tout ça, on l'a bien développé. Voilà l'exemple. Regardez, vous avez ici le côlon et cette inflammation graisseuse que vous voyez ici, que vous voyez ici, que vous voyez ici. Ça va se résoudre spontanément. On donne des antalgiques, antispasmodiques, et au bout d'1 mois, tout se rentre dans l'eau. Alors, les douleurs diffuses. Ça, c'est important. Il vous reste quelques dizaines de minutes à peu près, s'il vous plaît, un peu de concentration. L'occlusion intestinale. Par définition, c'est un arrêt de matière et des gaz. Et là, la question d'ASP. Tout à l'heure, on parlait d'ASP. Pourquoi faire l'ASP? À la recherche de niveau hydroaérique. Mais je peux vous dire qu'un patient qui a une diarrhée aiguë peut avoir des niveaux hydroaériques. Un patient qui a une diarrhée aiguë, il peut avoir des niveaux hydroaériques. Ça veut dire que les niveaux hydroaériques, c'est pas spécifique de l'occlusion. D'accord? Ça, c'est pour votre formation. C'est pas spécifique d'une occlusion. Donc, c'est la clinique. À mon avis, si vous pensez à une occlusion,
cliniquement, vous pensez à une vraie occlusion, demandez un scalaire. C'est pas la peine de demander à l'ASP. Maintenant, si vous vous trouvez avec des livres, vous allez compléter par un scalaire, même si vous n'avez pas de livre. Vous avez un patient qui fait des vomissements, il a un météorisme, il a un arrêt des matières et des gaz. Vous êtes dans l'obligation de compléter par un scalaire. Donc, ça sert à rien de faire à l'ASP. Maintenant, si vous le faites, on vous ramène le cliché, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes l'urgentiste de tel centre, on vous ramène le cliché. Alors, deux types d'occlusion, grélique et colique, comment on va les différencier? Alors, les livres hydroaériques en rapport avec l'occlusion grélique, ils sont périphériques ou centrales? Centrales. Ils sont plus larges que haut ou larges que haut, ou haut que large. Ils sont larges parce que l'os intestinal, il est large. Alors que, à l'inverse, le côlon, il est plus haut que large et ils sont périphériques. Là, c'est purement anatomique. Ça, c'est important. La place de l'imagerie ou du scalaire pour l'occlusion, c'est pas l'échographie, c'est pas l'IRM, c'est pas, c'est le scalaire. Ouais. C'est le scalaire. D'accord? Alors, l'apport du scalaire, diagnostic positif. Ça, c'est très, très important. Diagnostic topographique, diagnostic étiologique et évaluer la gravité. Alors, là, on distingue deux entités. L'occlusion fonctionnelle et l'occlusion organique. L'occlusion fonctionnelle, c'est quoi? C'est une occlusion, c'est une distension digestive en rapport avec une diminution de péristaltisme, ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les illus paralytiques. C'est la même chose. Occlusion fonctionnelle, illus paralytique, c'est la même chose. Vous avez une douleur, vous avez une inflammation, défi au niveau de cavité abdominale, ça va si vous voulez, engendrer une diminution de péristaltisme. C'est une occlusion fonctionnelle. Et donc, vous n'avez pas une zone de disparité de calibre. C'est-à-dire, si vous suivez l'étude digestive, il n'y a pas une zone où il y a une disparité de calibre. Du moment où vous avez une distension avec une disparition de calibre à un site donné, c'est une occlusion organique. Donc, l'occlusion organique, comment on fait la différence? Ça, c'est aussi important. L'occlusion fonctionnelle, il n'y a pas de zone de disparité de calibre. L'occlusion organique, il y a une zone de disparité de calibre. Voilà. Pratiquement, donc, ce qui est écrit ici, la même chose. Alors, les signes de gravité aussi. D'abord, on a distingué les deux entités fonctionnelles et organiques. Maintenant, les signes de gravité. Lorsque vous avez une distension, il y a une diminution de la vascularisation. Et donc, la distension elle-même, comment on va se dire que c'est une distension très importante? Ça dépasse 2 cm pour le séquent, par exemple. Alors, la distension, vous aurez une hypovascularisation qui va se manifester par quoi? Un défaut de rehaussement. Et la nécrose de la paroi, qu'est-ce qu'il va donner? Quelque chose qui se nécrose. Il y a production, il y a de l'air. Il y a soit la fragilisation de la paroi et l'air digestif, il va passer dans la paroi, soit le processus de la nécrose lui-même, parce qu'il y a des germes, il va faire qu'on a de l'air au niveau de la paroi, ce qu'on appelle la pneumatose. Regardez ici. Regardez cette paroi-là. Au niveau de la paroi, regardez, il y a de l'air, ce qui est noir, il y a de l'air. Là, il y a de l'air au niveau, à l'intérieur, ça on le comprend. Mais là, vous avez de l'air au niveau de la paroi. D'accord? L'air, lorsque vous aurez une perforation de la paroi, il y a de l'air qui va passer même au niveau de mésentère, la graisse mésentérique. Regardez ici. Il y a de l'air même dans la graisse mésentérique. C'est ce qu'on appelle aéromésentérie. Air dans le mésentère, aéromésentérie. Et l'air, il peut passer aussi dans les structures vasculaires. Il peut passer dans le retour veineux. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Aéroportie. Regardez, c'est le transport. Dans le transport, il y a de l'air. Ce qu'on appelle aéroportie. Dans le transport et même les branches portales. Et évidemment, à la fin, vous aurez une perforation avec un lâchage et une péritonite. Alors, les étiologies. Ça, c'est important, le diagnostic, la gravité. Vous devez apprendre ça, c'est important. Et le diagnostic étiologique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme diagnostic étiologique? Surtout pour, bien sûr, évidemment, pour des occlusions organiques. Voilà. Alors, pour le grêle, on peut avoir une étiologie extrinsèque, au-delà de tube digestif. On peut avoir un problème de la paroi. On peut avoir un problème de la lumière. Alors, ce qui est en dehors de segment digestif, il y a ce qui est le plus fréquent, les brides. Les brides, c'est quoi? C'est des bandes fibreuses au niveau de la cavité péritonéale. On va voir si des patients, par exemple, opérés à plusieurs reprises. Vous savez, quand on opère, bien sûr, il y a de l'inflammation, comme toujours, et il y a des bandes fibreuses qui vont s'installer. Alors, ces bandes-là, on peut avoir une torsion d'une anse intestinale
autour d'une bride. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle les brides primitives. C'est des patients qui sont avec des brides. On ne sait pas pourquoi. Hein. Mais ce qui est le plus fréquent, c'est des patients qui sont opérés, qui font ces brides. Et c'est pour cela qu'il faut demander à la clinique. Et c'est ça l'importance de la clinique. Le patient qui fait l'occlusion, on va chercher est-ce qu'il est opéré, déjà opéré ou non. Pariétal, on peut avoir une tumeur, on peut avoir une inflammation tellement importante qu'il va obstruer la lumière. On peut avoir un hématome, par exemple, un patient qui a des troubles de coagulation. D'accord? Un patient qui a une thrombopénie. Une thrombopénie, c'est un patient qui peut saigner. Et si c'est saigné au niveau de la paroi, il va s'hypertropier, bien sûr, il va obstruer la lumière. Intrinsèque, un corps étranger. On verra des exemples. Ou une invagilation. Qu'est-ce qu'une invagilation? C'est une invagilation, un segment qui va entrer dans le segment en amont. Donc, c'est ce qu'on appelle une invagilation. Alors, pour le colon, souvent, l'obstacle est surtout en rapport avec la paroi, c'est-à-dire surtout les tumeurs, rarement les inflammations, mais surtout les tumeurs. Et les torsions, les strangulations ou torsions. Donc, il y a aussi les hernies coliques, soit les hernies coliques ou les hernies gréliques. Donc là, vous pouvez avoir une anse digestive qui va être incarcérée dans un orifice hernière, inguinal, souvent, d'accord, et qui peut, bien sûr, se tendre autour de son axe. Alors, les brides, on en a parlé. Regardez, là, sur le plan sémiologique, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'aspect qu'on appelle en bec, le signe de bec. Regardez. Ici, vous avez une bride, et là, regardez, la zone de disparité de calibre que vous avez ici, c'est en rapport avec une bride. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'aspect en bec, l'image d'arrêt en bec. On peut avoir aussi une obstruction par incarcération. C'est-à-dire qu'une anse, regardez ici, c'est une seule anse, et là, vous avez deux becs, double bec, d'un côté et de l'autre. C'est une anse, comme ça, qui est incarcérée. Bien sûr, cette anse-là, il va se tendre. Se tendre. Volvulus, ça veut dire qu'il va se tendre autour de son axe. Ce qu'on appelle, va donner le signe, le Werpel signe. Le Werpel signe, on verra l'exemple. Regardez ici, le fait qu'il va se tendre, les vaisseaux, ils vont s'enrouler comme ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Werpel signe. D'accord? Et bien sûr, parce que c'est la même chose que nous avons vu tout à l'heure pour l'appendagite. C'est le fait que ça se tord autour de son axe, il y a des vaisseaux qui vont être comprimés et le risque ici d'ischémie est très important. Voilà. Des exemples d'occlusion grélique. Ici, vous avez une tumeur. D'accord? Ici, vous avez, regardez, une hernie. Regardez la paroi. Et vous avez une hernie qui est ici étranglée, ce qu'on appelle l'hernie étranglée. Rien qu'on parle pour le patient, vous posez votre diagnostic. Hein. Là, c'est l'invagilation. Regardez. L'invagilation, c'est que vous avez une anse intestinale qui s'invagile sur l'anse en amont. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous avez ici? On va avoir une idée sur le diagnostic. Hein? Pont étranger, c'est quoi qu'on prend en pont étranger? C'est des cocaïnes, des boules de cocaïne. Alors, ici, vous avez des tumeurs coliques. Exemple de tumeurs coliques avec une distance très importante. Là, c'est l'exemple de volvulus de ségoïde. C'est la localisation la plus importante ou la plus fréquente des volvulus coliques. Alors, le péritonites, quelle que soit l'agression au niveau de la cavité péritoniale, infectieuse, quelle que soit son origine, il va bien sûr engendrer un épanchement, bien sûr, une hypersécrétion péritoniale avec une infiltration graisseuse diffuse. Quelle que soit, bien sûr, l'origine de l'agression. Il peut avoir des perforations d'ulcères, des perforations diverticulaires ou une appendice perforée, un diastasis ou une perforation diastasique du sécom. Bien sûr, la perforation digestive va se manifester par un pneumopéritoine, se forme ici de croissant. D'accord? Et donc, la perforation, il y a l'épanchement parce qu'il y a des matières qui vont passer. Et évidemment, il y a la présence donc, de l'air digestif. Les ischémies intestinales, on l'a largement discuté la dernière fois. Je vous remercie.